Effectivement, on va se poser la question comment jouer juste ensemble. Je vérifie juste que le pointeur fonctionne. Vous le voyez bien? C'est parfait. Musique, un petit peu d'acoustique, un petit peu de Fourier. Alors, je suis pas là au titre de mes travaux de recherche, juste pour. Je suis là au titre de ma pratique musicale. Voilà. Je vais vous raconter un petit peu à quoi on s'est heurté. Bon, sinon. En temps normal, ben, je travaille et j'utilise Fourier tous les jours au sein de l'université de Rennes, à l'ENSAT, qui est située à Lannion, c'est une école d'ingénieurs, et le laboratoire. On fait de l'optique, beaucoup d'optique, et dans l'optique, on utilise tout le temps Fourier. Voilà. Donc, ce qu'on utilise en musique et en optique, dans les ondes en général, c'est quasiment les mêmes outils. Et Fourier a une place vraiment très importante au milieu de tout ça. Donc Fourier, on m'a demandé de faire une petite introduction parce qu'effectivement, c'est de 250 ans de sa naissance. Il est né il y a 250 ans donc, et est mort un petit peu plus tard à Paris. Il a une brillante carrière, il a un début de vie difficile, mais il a créé l'université de Grenoble qui porte désormais son nom. Et au travers de ses travaux sur la propagation de la chaleur, il est arrivé à montrer qu'on pouvait passer assez facilement d'une description de ce qu'on appelle une fonction mathématique à ce qu'on appellera la série trigonométrique correspondante. Bon, je ne sais pas si tout le monde a tout compris déjà là. Non, hein, et c'est normal, ne vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ces travaux sont utilisés partout, donc je vous disais en optique, dès qu'on travaille avec des ondes électromagnétiques, la théorie du signal, de l'électronique, des transmissions, des télécoms, de l'imagerie, de la compression de données dans votre téléphone, partout la transformation de Fourier est utilisée, transformation de Fourier ou ses dérivés. Alors, on va quand même essayer de comprendre un petit peu plus. Fourier, il a montré qu'on pouvait décomposer ce qu'on appelle une fonction périodique en une somme pondérée et sinusoïde de fréquences multiples. Aïe, j'avais dit qu'il n'y aurait pas trop de physique. Bon, on va regarder ça. Périodique, ça veut dire quoi? C'est un signal qui va se répéter périodiquement. Et pour ça que je le répète, c'est périodique. Voilà. Après, une sinusoïde, c'est quoi? Eh ben, c'est un petit signal, c'est la hauteur d'un point qui va se déplacer sur un cercle quand ça tourne, tout simplement. Donc la hauteur de ce point-là, tout simplement, ça va tracer une sinusoïde quand l'angle change. Donc, alors ça, je l'ai piqué sur Wikipédia. Hein. Ça, vous pouvez le retrouver très très facilement, mais la version anglaise. Et regardez, en fonction de l'angle, eh bien, on a l'amplitude qui va varier entre -1 et +1. Ça, c'est un grand classique qu'on apprend dans les lycées, collèges et lycées maintenant. Et puis, Fourier, il a dit qu'il fallait faire un petit peu attention à ce qui se passait, à quel moment on va croiser l'horizontale ici. Et on va dire que ça, c'est l'origine de l'angle qu'on va appeler la phase. Alors, on continue un petit peu, je reprends la définition. Maintenant, on sait ce que c'est que des sinusoïdes, on sait ce que c'est que la fréquence. La fréquence, c'est la vitesse où ça tourne. Et puis, on sait ce que c'est qu'un signal périodique. Par exemple, ici, on va décrire ce qu'on appelle un signal carré, qui de temps en temps à 0 et à 1, et puis qui va, ou à -1 ou à 1, et qui se répète comme ça indéfiniment. Et donc, Fourier a dit qu'on pouvait le décrire, c'est-à-dire le reproduire artificiellement en additionnant des composantes sinusoïdales, des petites sinusoïdes. Alors, on va prendre la première qui est là, qui a une certaine amplitude, là, ici, hein, ça va être 4 sur pi, et puis on voit l'angle avec le sin, qui veut dire sinusoïde. Et puis, si on rajoute une autre sinusoïde des fréquences multiples, c'est quoi? C'est un petit cercle qui va tourner, mais qui va tourner 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, etc. plus vite. Et donc on voit qu'à ce moment-là, si je rajoute cette petite composante-là, qui est plus petite, hein, vous voyez, là j'ai divisé par 3 l'amplitude, et puis eh bien on va la sommer, et on va déjà se rapprocher un petit peu plus du signal parfaitement carré qu'on voudrait représenter. Et puis on va ajouter encore une autre, 5 fois plus vite cette fois-ci. Et puis, vous voyez que les trois là qui se déroulent ensemble, là, on se rapproche, et de plus en plus. Et si on continue comme ça à l'infini, les petits cercles sont de plus en plus petits, ils tournent de plus en plus vite également, et ils vont représenter de plus en plus exactement la courbe en bleu que vous voyez là, qui est un signal carré. Et donc ça nous permet de dire que finalement, quelle que soit la forme du signal du moment qu'elle se répète, on sera capable de la décrire avec notamment les amplitudes, c'est-à-dire la taille de ces petits cercles qui sont là. Alors, on va prendre ces petits cercles, hein, c'est le même dessin que je mets dans un coin, et on va essayer de trier par la taille. Alors, la taille, ça va être l'amplitude, hein, la taille du cercle, et puis la vitesse de rotation dans le petit cercle, vous voyez là ça tourne plus vite, on va le mettre comme ça sur un graphique, et on va se dire que, voilà, j'ai un grand cercle,
tout le monde est vert, là, j'ai pas repris les couleurs. Tout le monde, là, j'ai un cercle qui est un peu plus petit, voilà, il n'est pas forcément très bien à l'échelle. Là, c'est encore un petit peu plus petit, là, c'est un peu plus petit, et puis chaque fois que je me déplace vers la droite, eh bien, ça tourne plus vite, et ça tourne plus vite de manière multiple. Vous voyez que normalement, bon, ça c'est pas forcément tout à fait à l'échelle, mais on va, et puis on n'a pas tout décrit, hein, il en reste d'autres derrière. Il en reste, voilà, des 9, des 11, des 13 et des 15. C'est parce que c'est un signal un petit peu particulier, il est tout carré, donc il n'y a rien sur les 2, les 3, les 4, les 6 et les 8. Mais la plupart des signaux, il y en a partout. Alors, un petit peu de terminologie. Le premier à gauche, on va l'appeler le fondamental. Et les musiciens, ils savent, c'est la note qui joue. Et puis les autres, on va les appeler les harmoniques. Ah, on commence à voir approcher la musique, ouf. Et on peut se poser la question, bah oui, mais si ma fonction n'est pas périodique, si ma note elle n'est pas parfaitement continue, longue, infinie, comme ça, est-ce qu'on peut faire quand même? Bah oui, on peut faire quand même. Fourier est allé un peu plus loin. Il a dit que si la fonction qu'on doit décrire n'est pas répétable, périodique, on va avoir une formule mathématique un peu plus compliquée, mais on ne va pas du tout l'utiliser. Mais finalement, ça va nous permettre de passer quand même à un spectre, c'est-à-dire en fréquence, on va mettre les amplitudes des petits cercles qui tournent. Sauf qu'on aura des cercles de toutes les tailles, pas seulement multiples. Et on va sommer tout ça. Et il a montré qu'on pouvait passer dans un sens et dans l'autre. Alors là, ça c'est un outil fabuleux pour tous les ingénieurs, les mathématiciens, les physiciens, les musiciens. Et c'est cet outil-là qui est utilisé au quotidien, vraiment au quotidien, et qui est présent même dans tous vos ordinateurs, dans vos smartphones. Vous avez de la transformée de Fourier sans le savoir. Et une propriété importante, c'est qu'on peut additionner, quand je mets deux signaux à gauche, l'un par-dessus l'autre, j'ai deux spectres à droite, l'un par-dessus l'autre, et réciproquement. Donc ça, c'est très important. Bon, je m'arrête là pour Fourier, puis maintenant je vais regarder un peu comment on peut faire de la musique avec. Et la musique, ben, c'est l'art des sons, hein, il paraît. Donc l'art des sons, qu'est-ce que c'est qu'un son? Ben, c'est une onde de pression acoustique pendant laquelle l'air va se raréfier et va se condenser. Et quand ça va se condenser, on va appeler ça un maximum de pression, et puis quand ça va se raréfier, on va dire que c'est un minimum de pression. Et puis ça bouge comme ça, et puis on sait le produire avec la voix ou avec des instruments, ou avec des objets qui se choquent. Et puis en face, on a un récepteur qui, lui, est constitué de l'oreille, avec différentes choses un peu compliquées, mais on va trouver des corps ciliés qui vont vibrer à différentes fréquences, et qui vont reconnaître différentes hauteurs de notes en face. Un petit peu comme une harpe. On fait vibrer que la fréquence qui est intéressante. Alors, la chaîne typique, c'est qu'il y a plein de sources de son partout, et donc il y a éventuellement plusieurs instruments qui vont se mélanger dans un milieu de transport, et puis ça va arriver sur nos récepteurs. Très très rapidement, une onde de pression, c'est une onde. Alors, comme toutes les ondes, ça se déplace à une certaine vitesse. Dans le cas du son, c'est 340 mètres par seconde, c'est beaucoup moins vite que la lumière, hein. On s'en rend bien compte quand il y a l'orage avec les éclairs et le tonnerre en même temps. Et ça a une fréquence, alors c'est celle dont on va parler tout le temps, et puis souvent on associe une longueur d'onde, mais les musiciens s'en fichent un peu. C'est plutôt les opticiens qui utilisent ça. Mais c'est un vocabulaire pour toutes les ondes. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, voilà. Il y a aussi, on peut faire interférer des ondes ensemble. Quand on les mélange, il va se passer des choses bizarres. Et c'est précisément ce que font les musiciens, ils mélangent des ondes et il ne se passe pas toujours ce qu'ils veulent. Et donc, puis un petit effet que vous connaissez tous, quand une ambulance vous passe à côté, le son change, la hauteur du son change, et c'est l'effet Doppler qu'on utilise aussi dans plein de domaines, mais pas seulement la musique. Bon, on revient un tout petit peu à Fourier dans ces choses-là. Pourquoi Fourier en acoustique? Parce que ça marche bien pour représenter des ondes, parce que les signaux sont, allez, si le musicien il tient sa note, c'est quasiment périodique, donc on devrait arriver à retrouver ce qu'on va dire le fondamental et les harmoniques. Hein. Alors, quand on a de la percussion, évidemment, le signal ne tient pas très longtemps, mais quand on fait du violon ou quand on fait un instrument avant, ça marche pas mal. Et on va réussir à retrouver des signaux donc quasiment périodiques, donc bien descriptibles avec les séries de Fourier. Et puis quand ce n'est pas parfaitement ça, on s'en sera pas si loin que ça. Et donc, on trouve déjà le vocabulaire harmonique et tout. Bon, donc on est content, on y va. On se rappelle donc qu'on va classer notre fondamental ici, puis les harmoniques qui vont avec, sur un axe où
Et bien finalement, quand on multiplie quelque chose, la distance avec l'écart ici va rester constant. Si je fais x2, ça va rester constant, x2, x2, x2. Et cette propriété d'avoir un écart constant, un pas constant, quand on le représente, ça signifie, on appelle ça, nous, une échelle logarithmique. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Donc on reconnaît nos harmoniques. D'habitude, c'est quand je fais plus 2, plus 2, plus 2, plus 2 que c'est constant. Là, c'est quand on fait x2, x2, x2. On s'en rappelle pour tout à l'heure. Et on va quand même voir tout de suite qu'il y a beaucoup de choses dans notre quotidien pour lesquelles cette échelle logarithmique est déjà présente. Notamment, si on superpose une harpe, un piano ou des choses comme ça, eh bien, c'est déjà en échelle logarithmique. On ne savait pas qu'on avait des échelles log chez nous. Voilà. Alors par contre, je vous invite tous, si vous êtes un peu amusés par bidouiller les sons, à aller voir ce petit logiciel gratuit qui est très très connu, que vous trouvez facilement. Vous pouvez enregistrer, mélanger, regarder les spectres, les harmoniques, les fondamentaux. Et qu'est-ce qu'on retrouve dessus? J'ai enregistré un son et puis j'ai vu ces harmoniques à 2F et puis ces harmoniques à 4F. Et vous voyez que la longueur de la flèche ici est la même. Puis j'ai un petit 3F au milieu, bien sûr. Et si je vais un petit peu plus loin, je vais retrouver les autres harmoniques. Le grave, c'est à gauche. Les aigus, c'est quand les fréquences sont élevées. Typiquement, nous, en oreille, à partir de mon âge, allez, on dit de 20 à 20 000 Hertz, mais on a déjà pas mal perdu. Je dois être de 50 à 15 000. Personne ne tousse, c'est que j'entends encore moins bien que ça. D'accord. Voilà, donc ça c'est la représentation classique qu'on va trouver. Alors, si on revient à notre Fourier, notre petite onde, on a donc des fréquences multiples, f, 2f, 3f, 4f, etc. Cette échelle logarithmique, et comme je vous disais tout à l'heure, quand on va passer d'une fréquence à son double, eh bien, on va retrouver un mot musical bien connu, on va appeler ça une octave. On va de do à do. Et puis, vous avez aussi d'autres éléments qui sont en échelle logarithmique, c'est les égaliseurs graphiques, qu'on appelle les égaliseurs de fréquences. Quand on fait un petit peu de sono ou de hi-fi, quand on veut couper une fréquence qui risque de résonner dans les haut-parleurs. Donc voilà, tout ça c'est pareil. Et puis la harpe, pareil. Parce que le harpiste, quand il veut passer du do au do, il connaît l'écart. Il ne va pas changer d'écart partout. Et c'est pas toujours pareil. Est-ce qu'il y a des guitaristes dans la salle? Voilà. Vous avez bien compris que pour les guitaristes, c'était pas ça. Vous êtes en échelle linéaire. Et à chaque fois, il va falloir changer les écarts chaque fois que vous allez vous déplacer. Et ça vient du fait, si on est passé en échelle log, c'est parce qu'on est capable d'accorder toutes les notes une par une. Voilà, ça, on le savait sans le savoir, on n'y fait jamais attention. Donc, l'octave, c'est passé de F à 2F. Ça, il faut bien le retenir, c'est notre étalon. On passe de F à 2F. Et puis, bon, alors les électroniciens utilisent parfois la décade, on passe de F à 10F. Et puis le demi-ton égal, eh bien, comme on doit faire 2F avec 12 notes, c'est 12 demi-tons, eh bien, un peu de calcul, on va diviser 2 en 12 tranches égales, le x2 en 12 tranches égales, qu'on doit multiplier 12 fois par le même nombre pour arriver à 2, ça s'appelle la racine 12e de 2, ou 2 puissance 1 12e. Alors là, je passe pudiquement sur plein de choses sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, si on veut le faire égal. Mais ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Évidemment, le ton qui n'existe pas forcément, mais c'est 2 demi-tons, et puis donc c'est 2 puissance 1 sixième. Donc voilà, là on a posé des choses très importantes. De F à 2F, ça s'appelle une octave, et d'un demi-ton, donc d'une note à sa voisine, c'est 2 puissance 1 douzième. On rappelle ça. Et donc, oui, il y avait cette fameuse échelle logarithmique. Quand je vais du La grave, donc le La 4, c'est notre diapason, il fait 440 Hz. Tout le monde connaît plus ou moins ça, c'était le La du téléphone. Et puis, quand on monte d'une octave, eh bien, vous voyez, on est à 880 Hz. Quand on monte de 2 octaves, on est à 1760. Et quand on divise par 2, etc., on a des variations de plus en plus petites. Bon, alors maintenant, comment on fait pour jouer ensemble ? Quand on représente un son, on va le représenter. Alors là, je crois qu'il faut que j'aille cliquer au bon endroit. Voilà. Non. Bon, ça c'est la magie du direct. Il ne se passe vraiment rien. Bon, normalement, vous deviez entendre un petit son, mais vous voyez que ce petit son-là ne se répète pas. On ne peut pas dire qu'il est vraiment périodique. Bon, ça oscille, mais ce n'est pas tout à fait bien. Et donc, qu'est-ce qu'on observe ici? On n'observe pas des raies
on n'observe pas des raies très très fines, on observe une espèce de grosse masse indistincte. Et bien ça, c'est la transformation de Fourier. Ce n'est pas la série de Fourier. Quand on n'a pas su décomposer notre signal en une somme de sinusoïdes parfaitement discrète, parce que le signal ne se répète pas assez bien, eh bien on a des choses continues ici. Par contre, quand on va utiliser un son qu'on appellera pur, alors au sens Fourier du terme, ça veut dire une sinusoïde toute seule, eh bien, quand on l'analyse, on va trouver une composante, un trait tout seul, ce qui veut dire qu'à la fréquence 697, ici je pense, quelque chose, ou un peu plus, ou 800, enfin je sais pas, parce que j'ai pas vu exactement combien c'était. Si c'est marqué là, 880, voilà. Eh bien j'ai juste ça. Alors l'élargissement en bas, là, c'est dû à des questions de calcul, mais si les gens qui s'y connaissent un peu vont regarder juste l'échelle, on est à moins 60, moins 70 décibels, ça veut dire qu'il reste presque rien aux fréquences voisines ici. Et ça, alors j'espère qu'il va bien vouloir faire bip. Attention à vos oreilles, c'est un premier test, avant de vous solliciter. Vous entendez? Ça, c'est un son pur. C'est pas très agréable. Voilà, c'est une sinusoïde, la vraie sinusoïde, hein, celle qui est là, qui a été synthétisée, et elle a son spectre qui est ici. Et les instruments qui sont les plus proches des sinusoïdes, finalement, c'est les flûtes. Les flûtes, alors les flûtes, là où on en trouve le plus, à la fois, c'est dans les orgues. C'est les tuyaux d'orgue. On arrive à éviter, par la construction des tuyaux d'orgue, d'avoir trop d'harmoniques. Et donc ça évite plein de problèmes, ce qui permet aux orgues de jouer ensemble depuis très longtemps dans des conditions un peu étranges. Maintenant, on va parler de la gamme. Il nous faut un peu de vocabulaire. Qu'est-ce que c'est que la gamme? La gamme, c'est, pour être un peu technique, pour les gens qui feraient un peu de télécom, c'est un pagne de fréquence normalisé. Là, c'est très ingénierie. On a dit que telle fréquence serait telle note, et puis c'est comme ça ne bouge pas. Il va nous falloir une référence, et en général, on prend comme référence le La du téléphone, celui qui a 440 Hz, c'est purement conventionnel. Il y a 100 ans, ce n'était pas comme ça. Dans 100 ans, ça aura changé. D'ailleurs, dans certains orchestres, c'est 443. Jean-Sébastien Bach a oscillé de 415 à 467. La référence, on l'a choisie quand on veut. Et on va essayer d'avoir un espacement égal plus ou moins à l'oreille. Alors cet espacement égal là, que je vous ai calculé à chaque fois, c'est le 2 puissance 1 douzième. C'est la vitesse de battement du son en fréquence. Donc combien d'oscillations par seconde? Donc le 440 fois par seconde, c'est le La du diapason. Quelle est la définition de jouer juste? C'est rester dans la règle, se conformer à ce peigne de fréquence qui a été défini. J'ai une note de diapason, et puis j'ai une règle de passage d'une note à l'autre. Et puis si on utilise la règle de passage égale, eh bien ce sera 2 puissance 1 douzième. Je multiplie la fréquence par 2 puissance 1 douzième. Et dans ce cas-là, je vais passer d'une note à l'autre. On reprend les petites définitions qui sont là. Si on s'écarte trop de ce 2 puissance 1 douzième, ça sonne faux. Donc là, on peut entendre... Voilà. Vous entendez des notes pures, parce que c'est des sinusoïdes, pas très agréable pour autant. Hein. Il vous manque un petit peu de chaleur humaine quand même. Sur le, Donc comme quoi l'ordinateur ne peut pas tout, en tout cas à ce niveau de conception. Si on s'en écarte trop, c'est faux. Alors il y a deux choses qui sont parfaitement mal définies, c'est trop et faux. Voilà. Que, comme disait je ne sais plus qui, tout le monde joue faux, mais il y en a qui exagèrent. Et puis, voilà. Et trop, c'est trop. Voilà. Donc avec ce genre de définition, on ne peut pas aller très loin. Mais faux, on va faire un petit test sur vous. Alors, on va faire maintenant des statistiques. On va voir ce que vous entendez. Donc on va dire qu'un demi-ton, c'est 2 puissance 1 douzième. Alors j'ai fait le petit calcul, on prend sa calculatrice, ça fait 5,946% de plus que la note d'à côté. Et donc là, je suis passé du Do au Do dièse, du Do dièse au Ré, etc. Bon, ça c'est bien. Mais un bon musicien, j'ai fait le test sur quelques amis, ça entend à peu près 0,5% d'écart. Et on va voir si vous êtes potentiellement des bons musiciens qui s'ignorent. Est-ce que vous entendez la différence? Donc là, premier test, 1% d'écart par rapport à la référence. Deuxième test, 0,5% d'écart. Vous êtes prêts? C'est parti. Facile? Le premier, oui. Le deuxième, un peu moins. Je vous le remets. Deuxième, il faut un peu faire attention. Si on avait un instant d'inattention, on ne le remarque pas. Bon,
Alors ça, c'est le moment. Voilà. On a fait des essais tout à l'heure, ça marchait impeccable dans tout. Voilà. Et donc, vous l'entendez, mais j'ai une mauvaise nouvelle. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que même si vous avez 5%, c'est bien ce que vous venez d'entendre. Il est un peu long, excusez-moi. Quand on les met ensemble, voilà ce qui se passe. Ah, qu'est-ce qui se passe? On entend des interférences et on pourrait même dire qu'elles sont désagréables à l'oreille. Voilà. Et donc on va essayer de les supprimer, de les cacher, d'en faire quelque chose. Donc c'est ça qui nous gêne quand on joue faux en général. Et quand on est presque juste, hein, on est quand même déjà à 0,5%. Alors qu'on l'entendait à peine quand on les jouait séparément, quand on les joue superposés, ça commence à être vraiment pénible. Alors comment jouer juste ensemble? Et ça y est, on a posé le problème. Il a fallu tout ce temps-là. C'est deux vibrations qui superposent les interférences, mais c'est pas nouveau, tout le monde connaît ça depuis longtemps. D'ailleurs, en optique, voilà. Qu'est-ce que c'est que des interférences? Eh bien, vous avez deux sinusoïdes, hein, donc une première là, puis une deuxième en dessous, puis là, elles sont en phase. Ça veut dire que vous voyez qu'elles partent du même endroit à gauche, elles arrivent au même endroit en bas, et puis qu'elles bougent exactement ensemble sur les deux graphes. Et puis parfois, ça se passe moins bien, elles vont arriver en opposition de phase. Vous voyez que là, quand je suis au maximum, là, je suis au minimum, et réciproquement. Et donc, dans ce cas-là, quand j'ajoute les deux, c'est de la pression acoustique, eh bien, les deux vont s'annuler, tout simplement. Et une fois qu'elles sont annulées, on n'entend rien. Et la question, c'est tous les combien ça s'annule? Eh bien, ça s'annule, pour ça quand même, quand on utilise, vous voyez, c'était des sinusoïdes, donc je vais en ajouter une. A, c'est mon signal du haut, B, c'est mon signal du bas. Et puis, des rectrigos qu'on voit au lycée nous enseignent que, classiquement, ça va se présenter comme ça. C'est-à-dire qu'on va avoir globalement la note moyenne qui va nous apparaître à l'oreille, mais en plus, va apparaître la différence entre les deux, la différence de fréquence entre les deux présente, et ça va nous donner un battement. Et ce battement d'interférence, c'est celui-là qu'on entend qui fait wa, 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 wa. Et voilà. Et donc il y a plein d'exemples d'applications de ces interférences, en acoustique, on vient de le voir, mais également en optique, voilà, plein de choses. Alors comme je suis opticien, je n'ai pas résisté au plaisir de vous en infliger un petit peu à ceux qui ont déjà fait de l'optique, qui se rappellent ce que c'est qu'un interféromètre de Michelson. Ils voyaient des très très belles figures d'anneaux comme ça, j'insiste pas. Et pour ceux qui n'ont jamais fait d'optique, regardez, rien qu'avec PowerPoint, on dessine une petite grille comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'une grille? C'est un phénomène périodique, une barre blanche, une barre noire et ainsi de suite. Et puis quand je les mélange, parce que là vous ne savez pas, il y en a deux, mais comme elles sont en phase, vous ne le voyez pas. Mais si je les déphase, qu'est-ce qui se passe? Ah, des interférences. Bon, mais ça peut être encore plus rigolo quand c'est spatial, parce que regardez, c'est un motif qui est identique, et puis quand on est presque, ça fait des gros motifs d'interférences, et quand on s'éloigne, les interférences vont très très loin, donc on ne les voit plus très bien. D'accord? Donc voilà, ça c'est des interférences optiques, juste pour rigoler. Pourquoi il y en a encore un là? Non, c'est bon. Alors, sur la mère note, maintenant on va revenir à la musique. Qu'est-ce que c'est que des interférences? On repose le problème. Vous avez entendu ça. Quand on le superpose avec ça, ça donne ça. D'accord? Bon, j'ai un petit peu forcé le trait pour que vous entendiez bien le battement. J'ai un peu fait saturer. Et vous entendez donc ce phénomène. Vous vous rappelez dans la formule, il y avait le cosinus de la fréquence moyenne et il y avait un cosinus de A-B qui correspond à la différence entre les fréquences. Et c'est ce wah-wah qu'on entend. Voilà. Et alors 4 Hz de différence, puisqu'on était à 880 par rapport à 884, ça fait 0,4%. Et là, on ne peut pas dire, c'est mieux que ce que vous croyiez entendre tout à l'heure, et c'est insupportable. Donc il va falloir faire quelque chose. On s'accorde en général. Comment on s'accorde? On prend une référence, on utilise cette interférence, et puis on la ralentit jusqu'à ce que ça s'arrête. Ah pardon, il faut que je clique dessus. Voilà. Et alors il y a différentes façons de faire. Vous voyez? Là, j'ai fait accorder progressivement la deuxième vibration sur la première. Et vous voyez les nœuds et les ventres qui ralentissent. Et puis, normalement, on fait en sorte que ça se termine parfaitement stable. Alors, il y a différentes façons d'accorder. La guitare, on prend une note de référence, et puis on tourne jusqu'à ce que l'interférence s'arrête. Le piano, c'est exactement pareil. Il accorde à l'oreille comme ça. Et la flûte,
ou les instruments avant, on ajuste la longueur du tube jusqu'à ce qu'on ait la fréquence souhaitée, qui en général est celle du voisin ou de l'accordeur qui n'est pas très loin. Voilà, donc les deux fréquences sont désormais identiques. Bon, ça c'était facile. Quand on n'est pas juste, qu'est-ce qui se passe si on joue quand même ensemble et qu'on n'est pas juste et qu'on joue la même note? Bon, il y a un truc, il faut jouer plus nombreux. Donc, je crois que quand je fais ça... Voilà, bon, c'était pas parfaitement synchrone. Quand ça veut, ça le fait. Donc, vous avez ici une interférence dite à 2 ondes où on voit que ça repasse par 0. Donc ça, c'est le cas le plus contrasté où on entend très bien l'interférence. Puis quand je rajoute du monde, vous voyez que la valeur moyenne ici, le contraste, ça baisse. Je commence à avoir une masse un peu informe. Puis globalement, le son, il reste à peu près stable. Alors ça, c'est très très utilisé dans les chorales. Voilà. Une chorale, c'est un ensemble de musiciens qui, de très loin, c'est magnifique. Il ne faut surtout pas regarder de plus près, parce que quand on s'approche, on entend tout le monde qui chante faux, sans exception, mais en moyenne, c'est magnifique. Et donc ça, c'est une règle qu'il faut absolument retenir, puisque c'est la même qu'on applique partout. Il faut que tout le monde soit faux de manière aléatoire, et puis que si globalement, on est à peu près centré sur la valeur de la note, ça va être très très beau. Et donc, pour ne pas subir les interférences, il y a une autre manière, c'est faut faire comme si on en avait fait soi-même, exprès. Il faut faire comme si on avait fait exprès. Donc, une modulation volontaire, un truc qui ferait wah-wah exprès, qui cacherait les problèmes d'à côté. Alors, le wah-wah, ça s'appelle le vibrato. Il y a plusieurs façons de faire des vibratos. Les instruments avant, je ne vais pas vous faire de démonstration, parce que certaines personnes savent que je suis flûtiste, mais avec un micro, un pointeur et une flûte, je ne peux plus. Et donc, mais il y a des traités entiers sur le vibrato. Par contre, j'ai trouvé... alors ça, c'est un vibrato d'amplitude. On souffle plus ou moins fort. On fait... On module le son comme ça. C'est un peu comme ça que font les chanteurs également. Et du côté fréquence, eh bien, les instruments à cordes et archets. Et là, j'ai trouvé une petite vidéo. Ça va être plus démonstratif. Ah non. Ça ne veut pas. Quand je clique là, si, ça marche. Vous voyez, on raccourcit un tout petit peu la longueur de la corde. Et dans ce cas-là, comme la corde est plus courte, elle sonne un petit peu plus aiguë. Et donc, on brouille, on change la fréquence comme ça, de manière pas super contrôlée. C'est expressif, on va dire, quand c'est pas super contrôlé. Et donc, ça va masquer les interférences avec les voisins. Donc, les violonistes qui ont vraiment pas peur, qui sont très sûrs d'eux, eh bien, eux, ils vont jouer sans vibrato et ils vont pas masquer les interférences avec leurs voisins. Comment jouer plusieurs notes ensemble? Prenons un exemple. Je veux jouer ces deux notes-là et celle-là. Et on risque d'entendre la somme des deux. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Attendez, excusez-moi. Voilà. Alors on entend bien les deux ensemble, plus cette sorte de grésillement un peu désagréable. On va se demander où il est le grésillement désagréable, parce que maintenant on sait faire. On a, on refait notre petit calcul de tout à l'heure, 880 moins 698, ça nous fait 182. Bon, soit 182, mais alors 182, c'est quoi? 182, on va retourner voir sur notre clavier, on va se dire, c'est entre cette note-là et cette note-là, et puis plus près de celle-ci. D'accord? Donc on peut les écouter. Alors il paraît que quand je clique là, ça marche quand même. Attendez. Voilà. Non. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça c'est le battement. Donc on entend très clairement que ce battement-là, il est beaucoup plus près du sol bémol, 182, 185, c'est tout proche. Par contre, les musiciens un peu aguerris savent que quand on joue un Fa et un La, souvent, on ne rajoute pas un sol bémol avec, mais on aurait tendance à rajouter un autre Fa dans l'accord l'accord qu'on va appeler parfait, qui pourrait être Fa La Do ou Ré Fa La ou ce qu'on veut. On va essayer de trouver la note qui porte le même nom quand c'est possible. Parce que sinon, elle sort complètement de l'harmonie. Mais alors là, si je rentre là-dedans, je ne vais pas tenir le timing. Donc, on va modifier légèrement l'une des deux fréquences pour obtenir l'interférence sur le Fa 175. Et vous voyez qu'on n'a pas choisi la facilité parce qu'on va la décaler beaucoup plus que de 3 Hz. On va la décaler d'un bon paquet. Alors là, où est-ce qu'il faut que je clique? On va supposer que c'est ça. Vous l'entendez? Progressivement, l'impression bizarre change. J'essaie de le refaire.
il faut bien écouter au début du son. Allez, je le refais une troisième fois. Le début du son est faux. Enfin, il est faux, non, il est juste. On est parfaitement sur les valeurs qui sont là, mais c'est tellement juste que ça ne marche pas. Donc, on va essayer de la désaccorder pour le cacher derrière l'autre Fa qui est là-bas. Ah, pardon. Je recommence. Vous voyez, on a accordé, on a désaccordé pour que ça sonne juste. Premier paradoxe. On continue. Bon, alors le son est rarement une sinusoïde pure. Hein. Ceux qui font des instruments à cordes savent que si on touche à peine et qu'on fabrique un nœud de vibration au milieu de la corde, on obtient l'harmonique 2, qui est l'octave, l'harmonique 3, qui est la quinte, l'harmonique 4, qui est la double octave. Hein. Vous savez, à chaque fois, on multiplie par 2 la fréquence. Vous avez directement la multiplication de la fréquence. Vous divisez la corde par 2, vous avez une fréquence fois 2. Et ainsi de suite. Donc, vous avez les octaves qui sont présentes, et puis des valeurs qu'on appellera valeurs un peu particulières. Alors, en général, sur les cordes pincées, on appellera ça des harmoniques. Et puis, dans le piano, on appellera ça des partiels parce que le piano est un instrument complexe. Ça ne tombe pas juste. Ça ne tombe pas très loin, mais pas tout à fait juste. Alors là, on va essayer avec un instrument pas trop complexe où il y a une grande corde très fine, c'est le clavecin. Alors, écoutons le son du clavecin. C'est étrange qu'on arrive à faire de la musique avec un son pareil. Et pourtant, j'adore le clavecin, je le pratique aussi. Et pourtant, vous voyez, le fondamental est ici. Et puis, vous avez les autres notes qui sont d'amplitude plus importante. Donc, les harmoniques sont plus importants que le fondamental. C'est ce côté un peu zingué du son du clavecin qui est très intéressant. Donc, 2F, 3F, 4F, 5F. Et tout Fourier est là. Et encore merci Fourier pour ça. Et pourtant, il y a des gens qui font des concerts au clavecin, ça sonne plutôt pas mal. Donc la question, c'est comment on va faire cohabiter tous ces harmoniques avec des notes dont le fondamental serait en plein milieu des harmoniques et risquerait d'aller battre. Ça, c'est vraiment le vrai débat. Bon, donc quand on a des sons complexes, moi là, j'ai réutilisé Audacity pour vous fabriquer un petit son genre trompette avec des harmoniques que j'ai choisi moi-même, qui est un peu claironnant, comme on va dire. Écoutez là, il est un tout petit peu plus bas. Et effectivement, le mélange, c'est pas plus agréable. Hein. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire donc, dans ce cas-là, c'est... qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, quand on joue à plusieurs, il faut éventuellement, soit on s'accorde très précisément, soit on va essayer de baisser le taux d'harmonique qu'on propose dans le son. Et donc, ça signifie pour les instrumentistes qui ont le pouvoir de choisir le timbre, ça signifie de doser les harmoniques. Et alors là, c'est un vaste débat. Ça demanderait plus que quelques minutes pour le développer. Alors, pourquoi est-ce qu'il est si difficile de jouer juste ? Tant que la fréquence n'est pas maîtrisée à 0,5%, tout se mélange. Il faut appeler ses amis, on joue à plusieurs, ça va finir par être parfait. Quand on maîtrise suffisamment les fréquences, sur l'orgue, sur les synthétiseurs, là c'est sans pitié un synthétiseur, vous entendez tous les harmoniques qui interfèrent ensemble, les fondamentaux, les harmoniques, etc. Et une petite dernière démonstration pour ça, c'est donc on reprend notre clavier avec 2F, 3F, 4F, 5F, et je vais supposer que je pars d'une note Do au départ, et je vais me poser la question comment gérer les harmoniques. Alors le problème c'est que je vois très bien quelles sont les fréquences des autres, mais là, devant, là je ne sais pas trop. Mais comme je sais qu'une octave, c'est x2, eh bien, je sais que quand j'ai une octave en dessous, je divise par 2. Donc, si j'ai 3F pour la quinte ici, j'ai 3 demi de F ici. Et puis, pareil pour la tierce majeure, Do, Mi, hop, qui va me permettre d'arriver à 5 quarts. Et je vais terminer cet exposé en prouvant qu'il est impossible de jouer juste. Vous allez voir pourquoi. Parce que la tierce majeure, Do, Mi, qu'on va vouloir mettre ici, qui correspond à multiplier par 5 quarts la fréquence, d'après Fourier, hein, d'après la suite harmonique de Fourier. Et d'après mon plan de fréquence que j'avais vu avant, et là on est tous d'accord, pour aller de Do à Do, ici, c'est bien 2F. Ça, tout le monde est d'accord. Par contre, il y avait une chose qu'il fallait bien voir. Combien de tierces majeures on a dans une octave? On va compter ensemble. Une octave, c'est de là à là. J'ai une première tierce majeure, une deuxième et une troisième. Do, Mi, Mi, Sol dièse, ou la bémol Do. J'ai 3 tierces majeures. Bon, jusque-là, rien de problématique. Alors, sachant qu'une tierce majeure, c'est 5 quarts,
d'après Fourier, et qu'une octave, c'est x2, et que j'en ai 3, comment je fais? Quelle fréquence 3 tierces plus loin? Eh bien, donc vous voyez, hein, une première tierce, une deuxième tierce, une troisième tierce majeure. Voilà. Je fais le calcul, fois 5 quarts, fois 5 quarts, fois 5 quarts, ça me fait donc ça, 1,95. 1,95, or il me faudrait 2. Et là, c'est mal parti, il n'y a rien à faire. C'est strictement impossible de s'accorder. Si on joue des tierces majeures, comme ça, qu'on les joue juste d'après Fourier, que je joue Do, Mi, La bémol, Do, les Do seraient faux, ou les sol dièse sera faux, ou le Mi sera faux. C'est impossible. Voilà. Donc on vient de montrer, ça ne vaut pas 2, c'est impossible. Alors une autre façon de le montrer que ce n'est pas possible, c'est quand on va cascader, c'est-à-dire empiler, on va passer du Do au Sol, c'est une quinte, puis du Sol au Ré, c'est une quinte, et ainsi de suite, et on le fait, et on passe en revue comme ça un certain nombre d'intervalles, et on va retomber sur un Do à un moment. On retrouve sur un Do 7 octaves plus loin. Alors, c'est pas compliqué, on va se dire, ben, au bout de 7 octaves, comme j'avais un octave C2, ben, je prends 2 puissance 7 et ça fait 128, les informaticiens savent bien ça. Or, quand je prends mes 12 quintes, qui sont censées avoir un rapport de 3 demi entre eux, vous voyez 3, ramené ici, ça fait 3 demi, ça me donne 129,7. Et donc, c'est pas juste non plus. Et donc, l'accordeur, ou le musicien, oui, je suis vraiment désolé, ça fait des années que vous essayez de jouer juste, et maintenant, je vais vous dire que ce n'est pas la peine d'essayer. Si, c'est la peine d'essayer quand même. Il faut au moins accorder les octaves. Alors, et je termine là-dessus, comment limiter les interférences? Eh bien, il y a une méthode qui avait été trouvée, c'était de dire, bon, on va faire tous les demi-tons égaux, et vous avez peut-être entendu parler du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Ça permettait de passer dans toutes les tonalités de manière identique, mais systématiquement fausse partout. Donc, le génie de Bach a été de faire en sorte qu'il compose la musique pour laquelle on n'entende pas trop que ça pose problème. Habituellement, qu'est-ce qu'on faisait jusqu'alors et qu'on a fait encore un petit peu après? On essaie de privilégier des intervalles qu'on entend souvent, les quintes, quelques tierces, puis de se dire quand on va aller dans des intervalles rares, bah, tant pis s'ils sont un peu faux, et puis on va choisir des endroits où cacher la poussière sous le tapis, qu'on va appeler des loups, parce que ça gueule, tout simplement. Et puis, ceux-là, si on les joue, mais tout le monde dira, mais c'est abominable, c'est faux. Ben non, non, je viens de passer un temps très très long à accorder cet instrument, il est parfaitement juste. Et donc, on va appeler ça un tempérament. Et alors là, il vous faudrait un exposé de 2 heures pour rentrer dans le détail de ça. Alors, je vais conclure ici. Fourier nous aide bien à comprendre la musique, nous aide bien à comprendre pourquoi on pourrait tendre vers une justesse, mais on ne peut pas exiger l'impossible. Il nous a aussi montré qu'on ne pouvait pas éviter les battements d'interférence et qu'il faudra toujours cacher un désaccord. Et donc, vous avez quelques pistes pour cacher, jouer à plusieurs quand c'est possible. Quand vous êtes tout seul, vous rajoutez un vibrato ou vous détimbrez, comme on dit, vous gardez que le fondamental pour ne pas avoir trop d'harmonique. Voilà. Et puis, quand le voisin joue faux quand même, là, la seule façon, c'est d'être diplomate. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, c'était palpitant et tout à fait éclairant sur toutes ces subtilités de la musique que l'on ignore, en tout cas quand on ne pratique pas, mais qu'on se contente d'écouter. Et donc on a un petit peu de temps pour des questions que vous êtes invités à poser à notre conférencier pour éclairer votre lanterne sur certains points qui vous intéressent. Voilà. Ouais, donc ma question, c'était par rapport à ce qu'on appelle des couleurs en musique. Oui. Est-ce que ça peut se décrire mathématiquement aussi? Et alors, si oui, par Fourier, ça se décrit pas mal. Oui. Une couleur, c'est... Pourquoi on appelle ça une couleur? C'est par analogie à l'optique. Et dans l'optique, une couleur, c'est composé de quoi? Nous, on le sait, on a 3 récepteurs, les rouges, les verts, les bleus, et on compose notre couleur avec ces récepteurs. Mais c'est la réalité de la couleur derrière, c'est de remplir le spectre avec différentes composantes. Et donc, c'est le dosage des harmoniques, quand on a des harmoniques, ou la forme du spectre du son
ou de la lumière quand on parle d'optique. Donc effectivement, la couleur, par analogie à l'optique, c'est le nombre ou l'importance relative des composantes. Un peu plus de bleu, un peu plus de vert, un peu plus de jaune. Et là, ce sera un peu plus d'harmonique 2, un peu plus d'harmonique 3, que des harmoniques impaires. Par exemple, sur les clarinettes, on sait qu'il y a des harmoniques qui ont certaines propriétés. On sait que sur les cuivres, le spectre est très changeant et que c'est ça qui crée l'impression de reconnaissance du cuivre. On sait que sur les pianos, eh bien, les harmoniques ne tombent pas parfaitement justes. C'est pour ça également qu'on va noyer un peu le poisson en mettant 3 cordes par note sur les pianos, et etc. C'est comme ça. Le timbre, la couleur, c'est un petit peu la même chose. Ça allie, enfin, en tout cas, les deux sont reliés au spectre sonore. Donc encore une fois, merci Fourier pour nous avoir appris à aller regarder de ce côté-là. Je ne sais pas si ça répond complètement à votre question. C'est un début, hein. C'est très très vaste. Il faudrait prendre les instruments un par un et regarder quelles sont leurs proportions d'harmoniques les uns les autres, pour les reconnaître. Ensuite, dans la musique, eh bien, il y a la manière dont on attaque le son qui compte, et puis la manière dont il s'éteint tranquillement, et la manière dont il est tenu. Donc les instruments percussifs, comme le piano, comme les percussions, le xylophone, etc., ça se reconnaît bien. Et en général, les instruments percussifs, le spectre est très chargé en harmonique au début, et ensuite il s'affine, il s'épure progressivement jusqu'à l'extinction. Voilà, donc la couleur, c'est un peu tout ça. Merci. Une autre question? Oui. Alors moi, je me demandais si, dans l'orchestre, l'emplacement des instruments les uns par rapport aux autres, ça pouvait aider à être un peu moins faux. Oui. Alors, excellente question. Et là, c'est un témoignage de vécu. Oui, il faut avoir les basses à côté de soi. Alors, les basses, moi qui suis un modeste instrumentiste avant, il me faut mon basson, par exemple. Mais le basson, lui, va être relié au corps, et le corps, il va être relié au contrebassiste. Vous voyez, parce que comme ça, tout le monde aura le même fondamental dans l'accord, et les gens bâtiront leur place dans le spectre, choisiront leurs notes, le réglage très très minutieux pour éviter les interférences, en fonction d'une référence qui sera réellement commune. Donc si vous êtes complètement coupé de vos bases, vous allez un peu taper au hasard, et là il y a assez peu de chances de taper juste. C'est-à-dire on va jouer la note, mais le réglage est plus ou moins 0,4, 0,3, 0,2%. Vous ne pourrez pas l'obtenir si vous ne savez pas du tout ce qui se passe. Et là, on attend vraiment une précision très très importante. Encore une ou deux questions, on a le temps pour ça, n'hésitez pas. Bonjour, merci pour l'exposé très éclairant, en tout cas pour moi. Moi, j'ai une question peut-être un peu plus historique. Comment quelqu'un comme Bach, qui ne devait probablement pas connaître les travaux de Fourier, faisait pour... est-ce que ça marchait uniquement à l'intuition, ou c'était quoi avant qu'on comprenne la relation entre les fréquences et la tonalité du son, en fait? Alors, on connaissait déjà les rapports, les instruments à cordes existaient. Donc, on connaissait déjà les rapports entre la hauteur de la note, les harmoniques, et finalement Fourier a mathématisé le concept, mais on le connaissait de manière empirique avant. On savait quand on coupait la corde en deux, juste en posant le doigt pour fabriquer un nœud de vibration, on avait déjà... Alors, il ne savait pas que c'était la fréquence double, il savait que c'était l'octave. Et il savait qu'il y avait des loups, justement, qui pouvaient traîner quand on accordait tel intervalle juste, puis tel intervalle juste, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, qu'on égalisait le tout avec les octaves, et bien on se retrouvait avec des intervalles qui étaient injouables, parce que les loups étaient cachés là. Donc ils avaient déjà tout l'art du compromis, et ça a été très très bien décrit. C'est ce qu'on appelle les tempéraments. Donc au cours du temps, le tempérament, c'était comment cacher ce petit désaccord, parce qu'on savait que dans le morceau, on aurait besoin d'aller déjà jouer avec tel type d'instrument, ensuite aller jusqu'à telle tonalité, on allait changer 2, 3, 4 fois de tonalité pour aller chatouiller quelques dièses. On en aura besoin, donc on va plutôt égaliser jusque-là, où on va rester très très pur. Et donc dans les modes purs, c'est le tempérament pythagoricien ou autres qui sont impitoyables. Si vous jouez par exemple do mi sol et vous décalez les deux notes d'un demi-ton, là vous partez en courant. C'est-à-dire qu'on ne peut absolument rien faire. Donc le tempérament égal, il n'est jamais parfait, mais il n'est jamais épouvantable. Et c'est d'ailleurs à peu près celui qu'on a gardé jusqu'à l'époque moderne pour pouvoir voyager entre les tonalités.
Mais à l'époque, tout ça, c'était empiriquement parfaitement maîtrisé, les accordeurs. Alors, il y a un traité qui est très bien là-dessus, c'est Musique et tempérament de Pierre-Yves Asselin, que je recommande aux personnes désireuses d'en savoir plus. Très bien. Est-ce qu'on a une dernière question, peut-être? C'est bien, ça me fait faire un petit peu d'exercice physique. Merci pour l'exposé. Quand on parle de quinte juste, qu'est-ce que veut dire juste? Alors, quand on parle de quinte juste, finalement, c'est une autre justesse dont on parle. On parle de quinte juste et de quarte juste, d'ailleurs, par référence au degré de la gamme. Donc, quand on part dans la gamme, on dit do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, puis la quinte, c'est do, ré, mi, fa, sol. Je compte les noms des notes, hein, do, ré, mi, fa, sol. Donc, c'est la quinte juste. Ça signifie qu'elle n'a pas de mode mineur et pas de mode majeur. Elle est toujours pareille, en majeur ou en mineur. Donc c'est très très lié à la musique occidentale, qui veut que les tierces, les sixtes, les septièmes soient genrés, majeur, modal, hein, majeur, mineur, et que les quartes et les quintes se retrouvent identiques. Et donc on dit qu'elle est juste, c'est tout. Mais indépendamment de sa réelle justesse physique. C'est juste son rôle avant de savoir comment on avait accordé. C'est un rôle harmonique. Voilà. Donc effectivement, le vocabulaire est un peu confusogène. Hein. Vous venez de m'apprendre quelque chose là. Bien, écoutez, c'est formidable si la salle apprend du conférencier et que le conférencier apprend de la salle. C'est ce qu'on pouvait rêver de mieux pour une journée d'échange scientifique. Et je vous propose donc de remercier notre premier conférencier de l'après-midi. Merci à vous.